Nous avons ici un problème assez complexe sur les projectiles. Dans le problème, on parle de golf et on parle d'effet Magnus, qu'on va négliger, là, heureusement. Juste avant, donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'effet Magnus. L'effet Magnus, on va l'obtenir quand on va avoir un objet, une balle, souvent, là, qui va être en rotation tout en se déplaçant. Donc, l'effet Magnus, qu'est-ce qui va se passer lors de la rotation d'un objet? C'est qu'on va avoir d'un côté une pression qui va être plus grande, puis de l'autre côté une pression qui va être plus petite. Donc, puisque l'objet va entraîner une certaine quantité d'air avec lui en tournant. Donc, on va pouvoir avoir une rotation d'un objet. Par exemple, c'est très utilisé au soccer, donc il y a beaucoup de buts qui sont comptés de cette façon-là. On a un ballon qui va en ligne droite, puis à un moment donné, il courbe très, très rapidement pour déjouer le gardien de but. Mais on va aussi l'avoir en aviation, on va aussi l'avoir au golf, parce que l'effet est très, très utilisé. Donc, qu'est-ce que ça permet au golf? C'est que ça permet de frapper une balle avec un angle par rapport à l'horizontale qui est très, très petit. Donc, la balle est envoyée, donc on va avoir une vitesse en X qui va être très, très grande, sauf que la balle va être maintenue dans les airs, donc on va avoir une portance de la balle qui va être élevée. Donc, elle va comme rester accrochée très, très longtemps dans les airs et elle va pouvoir franchir une très grande distance de cette façon-là. Donc, le temps de vol est augmenté par l'effet Magnus. Okay? Donc, ça, c'est normalement ce qui arrive au golf. Si vous voulez plus d'informations sur l'effet Magnus, vous pouvez, entre autres, aller voir sur Wikipédia, balle de golf, et vous allez avoir toute la description là, de l'effet Magnus pour la balle de golf. Puis, on comprend que pour une balle de golf, l'effet Magnus est vraiment augmenté avec tous les alvéoles qui vont entraîner beaucoup d'air lors de la rotation de la balle, ce qui va amplifier l'effet Magnus. OK? Donc là, ici, on va le négliger, cet effet-là. On va négliger la résistance de l'air dans le problème. Donc, c'est pour ça que le premier énoncé qui est ici, sachant que l'angle de projection est tel que la portance de la balle est maximale, bien ici, on va utiliser un angle de 45 degrés. On sait que dans la réalité, puisque l'effet Magnus qui est très, très important pour une balle de golf, l'angle ne sera pas du tout de 45 degrés, mais il va être beaucoup plus petit. On ne le considère pas ici. OK? Donc, tout ça. Je commence le problème. À l'aide d'un bois numéro 1, un golfeur frappe ses balles à une distance de 300 verges. 300 verges, ça représente 274 mètres. Sachant que l'angle de projection est tel que la portée de la balle est maximale, à quelle vitesse initiale minimale doit être lancée la balle pour parcourir cette distance? Donc, l'inconnu que nous avons ici, c'est la vitesse initiale. Là, ça nous cause un grave problème parce que la plupart du temps, on a la vitesse initiale et c'est cette vitesse initiale-là en Y qui va nous permettre de trouver le temps de vol. Mais on n'a pas le temps de vol ici. On a plutôt la portée qui est de 274 mètres. Donc, c'est ça qui va rendre le problème difficile. Donc, on n'a pas V et on n'a pas le temps. Donc, on va avoir deux inconnus. Il va nous falloir donc deux équations pour résoudre. C'est la difficulté du problème. Donc, on va avoir un problème en X et un problème en Y. Donc, si je vais en X, nous avons un mouvement rectiligne uniforme, donc une vitesse qui est constante. La vitesse en X va tout simplement être VI fois cosinus de 45, l'angle pour lequel la portée est maximale si on néglige l'effet Magnus. Le temps de vol, on ne l'a pas, c'est un inconnu. Par contre, on a le delta S en X, qui est la portée, qui est 274 mètres. Puisque nous avons un mouvement rectiligne uniforme, on peut écrire que delta S est égal à V fois delta T. Donc, que 274 va être égal à V qui est Vx, donc VI cos de 45 fois notre temps de vol. Donc ici, on
on peut isoler le temps de vol qui va être égal à 274 divisé par VI cos de 45. Donc là, ici, ça va nous donner une expression pour notre temps de vol. Maintenant, en Y, quel type de mouvement nous avons? Mouvement rectiligne uniformément accéléré. La vitesse initiale en Y, donc VI, fois sinus de 45 degrés. On n'a pas le temps de vol. On a par contre l'accélération, moins 9,8, donc moins 10 mètres par seconde carrée. Et on a aussi la vitesse finale en Y. Pourquoi je dis qu'on a la vitesse finale en Y? Simplement, c'est que si on a la vitesse initiale en Y, puis qu'elle monte la balle de cette façon-là, ici, on sait que la vitesse au sommet, c'est 0. Mais après, qu'est-ce qu'elle fait? La vitesse en Y continue à diminuer, continue à diminuer. Et au même niveau, quand elle arrive au sol, finalement, elle va avoir la même valeur, sauf elle va être opposée, elle va être négative. Donc, on a toujours une même vitesse au même niveau, sauf les sens sont opposés. Donc, la vitesse finale en Y, c'est tout simplement moins VI sin de 45 degrés. Donc, là, tout de suite, je pense à une des formules pour le MRUA, qui est VF est égal à VI plus A delta T. Donc, VF qui est moins VI sin de 45, qui va être égal à VI, en Y qui est VI sin de 45, plus l'accélération fois delta T, donc moins 10 fois le temps de vol. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler mon VI de ce côté-ci, mon temps de vol de l'autre côté, donc ça va me donner 10 fois le delta T pour le temps de vol va être égal à 2 fois VI fois sin de 45. J'ai envoyé le moins VI sin de 45 de ce côté-ci. Et là, tout simplement, le temps de vol que j'ai ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le remplacer par le temps de vol qu'on a calculé précédemment. Donc, parce que j'ai vraiment, là, ici, deux équations, deux inconnues. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 10 fois 274 divisé par VI cos de 45 qui va être égal à 2 fois VI sin de 45. Donc, je poursuis. Donc là, je vais isoler mon VI. Donc, ça me donnait 10 fois 274, 2740. Ensuite, le VI, je vais l'envoyer de l'autre côté. Le cos de 45, je vais le laisser ici. Donc, cos de 45 est égal à 2 fois VI au carré sin de 45. Donc là, ici, je vais me débarrasser du 2, je vais me débarrasser du sin de 45. Ça va me donner 2740 divisé par cos de 45 fois 2 fois sin de 45 qui va être égal à ma vitesse initiale au carré. Donc, il me reste à faire quoi? Calculer l'expression ici, faire la racine pour trouver la vitesse initiale. Donc, si on fait l'opération, on va obtenir une vitesse initiale de 52,3 mètres par seconde. Donc, on vient de trouver la vitesse initiale. Si on veut savoir à quelle hauteur maximale s'élève la balle, donc
Donc là, ça va être plus facile. Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Donc, pour savoir la hauteur jusqu'où la balle va monter, donc on a juste besoin de regarder à la verticale qu'est-ce qui va se passer. Donc, nous avons la vitesse initiale en Y qui est 52,3 fois sin de 45. Ceci nous donne 37 mètres par seconde. Nous savons que la vitesse au sommet en Y est toujours de 0 mètres par seconde. Nous savons que l'accélération est de moins 10 mètres par seconde carré en Y. On cherche la hauteur maximale en Y, donc le delta S en Y. On peut utiliser tout simplement la formule VF au carré est égal à VI au carré plus 2A delta S. Donc 0 est égal à 37 au carré. Donc 37 au carré, 1369. Plus moins 20 fois delta S. Donc, on va obtenir un delta S de 68,45 mètres.